Bonjour, bienvenue au musée Champollion, un musée du département de l'Isère. Je suis Caroline Dugan, la conservatrice du musée, et je suis ravie de vous accueillir pour cette première visite guidée du site et de l'exposition temporaire Un chantier déchiffré. Je vous laisse me suivre. Le musée Champollion est un tout nouveau musée qui a été inauguré par le département de l'Isère en 2021. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres au sud de Grenoble, dans la ville de Vif, et nous nous trouvons dans une ancienne propriété familiale qui a appartenu à la belle-sœur de Jean-François Champollion, à l'épouse de son frère aîné. Et en raison de sa carrière grenobloise, Jean-François Champollion, qui habitait alors à Grenoble, a régulièrement séjourné ici, dans cette propriété au pied du Vercors, entre 1807 et 1824. Il a laissé de nombreux souvenirs de ses passages, des notes de travail, des objets personnels qui font de ce lieu un vrai lieu de mémoire, un lieu à l'identité très forte. Ces dernières années, toute la propriété a été réaménagée et restaurée pour l'accueil des visiteurs. L'ancien champ, le jardin, le parc ont été replantés et la maison de maître qui est derrière moi et les dépendances accueillent aujourd'hui un musée qui est entièrement dédié aux frères Champollion et à l'égyptologie. Ce salon, avec son mobilier et ses décors qu'ont connus les frères Champollion, permet une vraie plongée au XIXe siècle, au début de la visite. Jean-François Champollion avait une affection toute particulière pour cette maison de Vif. Il aimait se promener sous les frais ombrages du parc, il y travaillait parfois, mais surtout il retrouvait ici son frère aîné, Jacques-Joseph Champollion-Figeac, et sa belle-sœur Zoé Beria, dont les portraits sont juste derrière moi. Et puis un petit peu plus tard, ses 5 neveux et nièces que vous découvrez également. Les visiteurs sont souvent surpris de découvrir que Jean-François Champollion avait un frère aîné avec lequel il entretenait une relation très fusionnelle. Et on découvre cette relation dans la correspondance des frères Champollion que le département de l'Isère a achetée avec la maison de Vif. Jean-François Champollion a été en quelque sorte élevé par son frère aîné. Tous deux étaient nés à Figeac, mais à l'âge adulte, le frère aîné revient dans le berceau paternel et dirige l'éducation de son cadet. Et c'est à Grenoble que le petit Jean-François va trouver un cadre très favorable. Aux enseignements classiques habituels s'ajoutent des cours de botanique et de dessin. Vous pouvez découvrir au sein du musée Champollion de magnifiques dessins qui ont été conservés par les descendants du frère aîné et que Jean-François Champollion a réalisés adolescent. Mais ce qui intéresse surtout Jean-François Champollion, ce sont les langues orientales. Nous présentons ici une petite Bible qui permet d'évoquer l'étude de l'hébreu que Jean-François Champollion réclame dès l'âge de 10 ans, après le latin et le grec. Et puis progressivement, à partir de 1805, il s'intéresse à l'Antiquité égyptienne, un attrait qui est favorisé par le rôle que joue son frère aîné auprès de Joseph Fourier, qui est un ancien membre de l'expédition d'Égypte et qui est nommé préfet en Isère. Les frères Champollion grandissent à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, à une époque où l'expédition d'Égypte menée par Bonaparte a un très grand retentissement. Les savants qui ont accompagné cette expédition ont étudié le territoire sous tous ses aspects et la masse de connaissances qu'ils ont accumulées est publiée dans la description de l'Égypte, un ouvrage qui fait redécouvrir l'Égypte à l'Europe occidentale. Et c'est aussi pendant cette expédition qu'est découverte la fameuse pierre de Rosette, qui relance l'espoir de voir aboutir le déchiffrement, puisqu'elle porte un même texte en 3 écritures, en hiéroglyphique, en démotique et en grec. Et c'est donc dans ce contexte que le jeune Jean-François Champollion commence ses études de linguistique à Paris en 1807. Jean-François Champollion se passionne pour les écritures des anciens Égyptiens. Il travaille à partir de supports tels que ceux que nous présentons au musée Champollion, des ancrages de la pierre de Rosette, puisqu'elle est déjà conservée au British Museum, des estampages, des moulages en plâtre, des fragments de papyrus. À cette époque-là, même si de nombreux prédécesseurs ont fait des avancées fondamentales, une question demeure, l'écriture hiéroglyphique est-elle phonétique ou symbolique ? Et c'est Jean-François Champollion qui va être le premier à dépasser ce clivage. En étudiant le zodiaque de Dondera, qui est ici, il va réussir à prouver que certains signes ne se prononcent pas, mais qualifient ce qui précède. Et en travaillant sur des documents bilingues égyptiens-grecs, il va établir un alphabet et montrer que certains signes sont phonétiques. À 31 ans, il est donc le premier à comprendre que l'écriture hiéroglyphique est à la fois phonétique et symbolique,
Et le 14 septembre 1822, il accourt chez son frère, écrit « Je tiens mon affaire », et puis s'évanouit. Et c'est son frère aîné, Jacques-Joseph, qui va rassembler les notes de son cadet et l'aider à préparer la fameuse lettre à Monsieur Dacier, qui va le consacrer déchiffreur des hiéroglyphes. Le dernier étage expose la naissance d'une discipline, c'est l'égyptologie. La lecture des textes, qui sont si souvent inscrits sur les objets égyptiens, permet à Champollion d'étudier la civilisation. Il rend la parole à cette civilisation qui était muette depuis près de 15 siècles. En 1826, après avoir étudié les collections arrivées en Italie, il est nommé conservateur au musée du Louvre. Et c'est grâce à ce magnifique dépôt consenti par le musée du Louvre, près de 80 objets, que nous pouvons évoquer ce travail très novateur de conservateur de Jean-François Champollion. Il obtient du roi Charles X 4 nouvelles salles au musée du Louvre et d'acheter la seconde collection Sault. Et il va présenter une vision très novatrice de cette civilisation qui était alors méconnue du public. Il propose de distribuer les objets en 3 sections, une section consacrée aux dieux, une salle consacrée à la vie civile et puis 2 salles funéraires. Il va rédiger un catalogue, il va donner des clés de lecture aux visiteurs, il va même renvoyer aux objets par un système de numérotation et il va jusqu'à choisir des socles de couleurs pour indiquer la nature des objets. Et c'est après ce travail colossal qu'enfin Jean-François Champollion va pouvoir se rendre en Égypte. Il va obtenir le financement d'une expédition par la France et la Toscane et en août 1828, il va fouler pour la première fois le sol égyptien accompagné de membres de son expédition qui vont remonter le Nil, le redescendre et étudier tous les grands sites pour pouvoir relever textes, inscriptions et vérifier si sa méthode de déchiffrement fonctionne. Lorsqu'il rentre d'Égypte, Champollion dit avoir du travail pour une vie entière. Malheureusement, sa santé se dégrade et il décède prématurément le 4 mars 1832. Au sein du musée Champollion, on peut finir la visite par la découverte de la petite chambre qu'il a occupée lorsqu'il séjournait à Vif. On y découvre le lit dans lequel il dormait, mais aussi une poutre sur laquelle il a dessiné de sa main des cartouches hiéroglyphiques. Et dans l'un d'entre eux, on déchiffre Sarir, le cadet en arabe, qui était son surnom dans le milieu familial, et puis en phonétique, Champollion. Pour prolonger la visite, le musée Champollion propose des expositions temporaires dédiées aux frères Champollion et à l'égyptologie. Et à l'occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, nous proposons une exposition jusqu'à l'automne 2023 intitulée « Musée Champollion en Isère, un chantier déchiffré ». C'est une exposition qui déchiffre pas à pas toutes les étapes de ce chantier qui a permis la création du musée Champollion. C'est une exposition atypique, pédagogique, qui dévoile les coulisses, mais qui rend aussi hommage à tous les acteurs qui se sont investis dans ce projet, les descendants, les élus du département, les agents du département également, les architectes, les entreprises, les partenaires scientifiques et les partenaires financiers. Nous sommes ici dans la première section de l'exposition qui retrace la jeunesse du projet et la phase d'étude. On y découvre le rôle du département qui a lancé le projet, qui est financeur et maître d'ouvrage, et puis les premières études qui ont été mises en œuvre par les agents départementaux. L'équipe du musée a par exemple passé en revue les 500 objets et les 1000 ouvrages imprimés qui étaient conservés dans la maison. C'est ce qu'on appelle un chantier des collections. Et ce chantier des collections a permis de rédiger le projet scientifique qui conditionne le concept du musée. Parallèlement, une équipe de maîtrise d'œuvre a été retenue, composée d'architectes, d'une muséographe et d'un paysagiste, sur la base d'un projet qui était respectueux de l'esprit des lieux. Et on comprend, en découvrant les premières esquisses des architectes, en feuilletant leurs projets, leurs avant-projets, à quel point l'intégration d'un musée moderne dans un lieu patrimonial était un enjeu important. Il fallait préserver l'âme des lieux, mais aussi répondre à des contraintes d'accessibilité des visiteurs et de conservation des œuvres.
La deuxième section d'exposition est consacrée à la phase des travaux et au chantier. Près de 40 entreprises sont intervenues pendant 2 ans et demi sur le chantier du musée Champollion. Des maçons, des charpentiers, des serruriers, des plombiers, des électriciens, des plâtriers, des peintres sont successivement intervenus et ont été retenus en fonction de leurs expertises patrimoniales. Parallèlement, la scénographie se préparait. De nombreux corps de métier ont aussi travaillé sous la gouverne de la scénographe Mélanie Claude. Des infographistes, des graphistes, des maquettistes, des décorateurs, des scénaristes, des vidéastes, des comédiens sont intervenus à différents degrés pour préparer la mise en scène des collections, le mobilier destiné à présenter les collections, mais aussi les dispositifs qui permettaient de rendre vivante la vie des frères Champollion, avec des films, des maquettes, des dispositifs audio, des feuilletoirs numériques, un théâtre optique, etc. Pendant ce temps, l'équipe de la conservation travaillait à la préparation des contenus, effectuait des recherches sur les objets, rassemblait un comité scientifique et préparait la restauration des œuvres. Près de 20 restaurateurs d'œuvres d'art sont intervenus pour préparer les œuvres avant leur accrochage, avec l'aide de socleurs, d'installateurs d'œuvres d'art, de conservateurs et de chargés de collection. Nous arrivons au terme de cette visite guidée. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le musée Champollion fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère. Et à ce titre, comme tous les musées départementaux, il est gratuit pour tous. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet des musées départementaux, muséisère.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine visite guidée.